Farouche défenseur de la langue française, il a participé à toutes les batailles pour la protéger durant sa carrière. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Michaud. Bonjour. M. Michaud, vous êtes toujours affiché un grand défenseur de la langue française. Bon, quand vous étiez député, le gouvernement de M. Jean-Jacques Bertrand a présenté le projet de loi 63 sur le libre choix de la langue d'enseignement. Là, vous êtes monté aux barricades. Ben, vous me dites, vous êtes toujours affiché. Ça a l'air un peu d'une effeuilleuse, hein, comme un stripteaseur. Oui, on m'a affublé si vous voulez, de défenseur de la langue française. C'est un titre très lourd à porter. Hein. Et bien sûr, évident que j'ai toujours attaché au respect de la langue française. J'ai toujours attaché une importance extrême dans ma vie. Je me souviens ici, d'ailleurs, puisque nous sommes à l'ancienne salle du Conseil législatif, et je me souviens d'un discours, de quelques phrases de Maurice Drummond, qui était de l'Académie française, secrétaire perpétuel, et qu'il avait dit, là où est les restaurants de parlementaires, « Sa Majesté, la langue française, souveraine assise sur le trône des mots, ne rend pas la justice, mais la justesse. » Et pour moi, en empruntant, me remémorant ce que j'avais appris à l'école, au collège, hein, c'est « ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. » Et pour moi, la justesse de la langue française représente à la fois dans la rédaction des lois, à la fois dans l'écriture, dans le journalisme, représente le bon usage et la correction. J'ai malheureusement l'impression que tout ça s'en va à volo, que ça s'en va dans les torrents de la bêtise, de la génération de ce que j'appelle l'audiovisuel, où tout devient image, et que, surtout pour un peuple comme le nôtre, qui représente à peu près 5 millions sur 7 millions, 5 millions sur 4 milliards ou 5 milliards de citoyens dans le monde, d'êtres humains, avec l'envahissement géopolitique des États-Unis d'Amérique. Pour moi, le respect, la correction de la langue française est un des combats de ma vie. Mais je ne suis pas plus disert et prolixe et savant qu'un autre en disant cela, mais je crois que c'est fondamental. Et tout gouvernement doit obligatoirement, surtout un gouvernement du Parti québécois ou du Parti libéral, donner à la langue française la place qui lui revient dans la conduite des affaires publiques. À l'école, le français fout le camp, hein, à l'élémentaire, au secondaire et puis au collégial. C'est pour ça qu'au Parti québécois, j'ai affronté Lucien Bouchard, un peu Bernard Landry, aux 3 derniers congrès, le congrès de 96, le congrès du Miroir, avec Lucien Bouchard, en 2000 et en 2005. Et à chaque fois, j'allais avec Jean-Marc Léger, quelques autres qui m'appuyaient, les jeunes, la jeunesse du Parti québécois, l'aile jeunesse, pour la fréquentation obligatoire par tous les Québécois, immigrants compris, jusqu'au cégep inclusivement. Tout en accordant aux 8% d'anglophones le droit à leurs écoles. Je suis un farouche défenseur des droits des minorités, mais en même temps, je ne peux pas tolérer que 5% ou 8%, on dit 5,6%, on va régler pour 8%. Je ne peux pas tolérer que 8% de la minorité anglaise au Québec assimile 50% des immigrants. C'est intolérable. Un peuple qui tolère cela renie son histoire,
renie sa culture et finalement, à terme, plus ou moins long terme, risque de perdre sa langue. Sa langue qui est un élément constitutionnel, constitutif de ce qu'est le peuple québécois. Mais une des langues qui fut quand même, et qui demeure, une des langues les plus parlées au monde, toute l'Afrique francophone, on l'oublie souvent, même que l'avenir de la langue française est beaucoup plus en Afrique aujourd'hui qu'il ne l'était même au Québec, surtout si on ne prend pas des mesures pour la protéger et la faire rayonner. Mais c'est la qualité de la langue est dans un état calamiteux au Québec. Et c'est pour cela que quand est arrivé le Bill 63, si ma mémoire ne me trahit pas, aux réunions du groupe parlementaire, le caucus, quand est arrivée l'expression d'opinion sur cela, on va revenir au droit de dissidence, on était moitié-moitié, 25, on était 50 députés, moitié-moitié, 25 pour, 25 contre. La loi de Bertrand, Jean-Jacques. Donc, moitié-moitié, et il y avait la course au leadership, tout ça s'entremêlait. Il y avait 3 candidats, Wagner, Bourassa et Laporte. Moi j'avais appuyé Bourassa en partant, dans les députés. Et voyant arriver la loi 63, ça s'est effiloché au fil des jours, et finalement, je suis resté tout seul. Et avant de démissionner, j'étais le premier à démissionner de mon parti pour m'opposer à cette loi scélérate qui visait finalement à bilinguiser le Québec. Ou ce que je croyais être, ce que je crois encore, à bilinguiser le Québec. J'ai appelé M. Lesage qui n'était pas là. À son bureau, il était à la télévision de Radio-Canada. J'ai dit, M. Lesage, bon, il était au courant de tout ce qu'on a eu comme débat. J'en suis arrivé à la conclusion que je ne peux plus rester député du parti. Je suis extrêmement désolé, mais je vais voter contre la loi 63. Alors que M. Lesage avait dit que tout le Parti libéral voterait pour. Et là, il me dit... Ah ben Yves, je comprends. Nos rapports étaient assez affectueux d'ailleurs. Hein. Il m'a rappelé que lui avait déjà fait au Parlement fédéral le petit Chicago, une sorte de rébellion intime à l'intérieur de députés du Parti libéral. Alors, puis après, j'ai revu M. Lesage et finalement, tout en moi me disait non, adieu carrière, adieu tout ça. J'aurais perdu le respect de moi-même. C'est important de se respecter soi-même. On fait des choses vaches dans la vie. Tout le monde fait des erreurs. Hein. Mais vous n'étiez pas nombreux à faire la bataille. Au début, tout seul. Et je me souviens d'avoir passé devant Antonio Pro et Flamand. Alors qu'il disait « Qu'est-ce que tu vas faire? » en rigolant un peu. J'ai dit « Les petits gars, ce que je vais faire, là, vous le saurez à peu près dans une demi-heure. J'allais annoncer à la télévision ma démission. » Il y avait près de 100 000 personnes dans les rues de Québec. J'ai été hissé sur le pavois à Montréal, au centre sportif Maurice Richard, à la suite en disant « non serviam ». Moi, je ne voterai pas, je ne servirai pas ces intérêts-là. Et Jean-Jacques, que je connaissais, sa femme était allée avec ma propre femme, Monique Morissette-Michaud. Ils se connaissaient au Collège Saint-Maurice. On avait des relations, Jean-Jacques et moi, assez chaleureuses et cordiales, bien qu'il fût premier ministre d'un parti dont j'étais l'opposant. Mais, et on se parlait à l'occasion, j'ai dit. Et il a dit, vas-tu t'arrêter? Ça a duré 3 semaines. Hein? Ça a duré 3 semaines, la flibusterie. Toujours parler sur le même sujet. Alors, 2 jours après, René arrive, et puis, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai démissionné du parti pour voter contre le Bill 63. Et il n'était pas fort en procédure parlementaire. René ne s'occupait pas de ça. Il trouvait que c'était billevesée, niaiserie, folichonnerie, que tout cela. Alors là, j'ai commencé à appeler, il y avait François Aquin, je pense, qui avait déjà démissionné, et Gaston Miron.
Et Gaston, au téléphone, René était là, mais on commençait à étudier les règlements, hein, reporter de 3 mois à 6 mois, de 6 mois à 1 an, etc., avec toutes les astuces parlementaires qui apparaissent ridicules, mais qui sont là pour donner à l'opposition un certain droit de parole. Et Gaston Miron m'avait dit, m'avait téléphoné, m'avait dit, Yves, si tu peux dire en chambre ceci, l'État québécois, dans les autoroutes, tu arrives au premier poste de péage et tu lis avec monnaie exacte seulement. Monnaie exacte, donc tu prends une pièce, tu vois si elle est exacte ou si elle est fausse. Tu arrives au deuxième poste de péage et tu vois partez au vert. Ah, ben tu dis, bon, on va aller sur Grow on Green. Partez sur un terrain de golf, partez au vert. Ça ne veut absolument rien dire. Sur un troisième poste de péage, entre le troisième, tu vois patrouille anonyme, Anonymous Patrol. On peut dire voiture moucharde. Alors, c'est Gaston qui me... sur les, et puis, de guerre lasse, parce que mauvais traducteur, tu deviens mauvais conducteur, tu ne peux pas respecter les lois. Hein? Patrouille anonyme, tu te fous que des scouts en race campagne soient en patrouille anonyme. Alors, tu deviens mauvais citoyen. Et là, tu quittes et tu t'en vas dans un décor bucolique des Laurentides et tu vois pharmacie à prix coupé. Ah, tu te dis que le fonds de commerce est à vendre. Et ça finit par la célèbre, un autre magasin de marchandises sèches, vente de blanc à la verge. Les Français disent le yard. C'est pour ça, quand on arrive à Paris et que nos femmes disent, elles demandent aux garçons, « Garçon, avez-vous du ruban à la verge? » Elles se font répondre, « Oh, madame, je ne suis pas si coquet. » Alors, on va revenir. Ouais, en fait, mais tout cela, c'est la perversion de la langue. Mais cette opposition qui circonstancielle. Circonstancielle. s'est bâtie autour de vous. Qui avait là? Autour de moi, il y avait René Lévesque, et sur les deux premiers. Et une bonne semaine après, Proulx et Flamand se sont ajoutés et le docteur Tremblay de Montmorency. Mais René, moi j'étais de ce côté-ci de la Chambre et René était près de l'orateur. On appelait ça l'orateur, le président actuel. Alors, on s'échangeait des papiers, mais en courant, parce que quand un avait dit « pour ces raisons, je propose que la motion soit renvoyée à 6 mois » ou à 3 mois, il fallait que je me lève, donc je courais. Et puis le parti ministériel de l'Union nationale faisait les gorges chaudes. Là, j'ai arrêté, j'ai dit, Monsieur le Président, voulez-vous les arrêter, là, de se moquer de nous? C'est une opposition, vous voyez bien qu'on a à courir, là, on n'a pas d'autres moyens. C'est une opposition circonstancielle que nous faisons. Et là, la phrase a fait fortune, elle est jaillie de moi comme ça, un peu à la blague, et finalement, c'est resté dans l'histoire. Est-ce que vous êtes demeuré dans le caucus libéral après ça? Non. Non? Non, non. C'est là où tout le monde confond. J'ai siégé comme député indépendant. Cependant, je suis resté membre du Parti libéral. Mais j'étais député indépendant. Je ne siégeais plus au caucus. Parce que M. Lapalme m'avait dit, écoutez, si vous croyez que vous avez raison, venez au parti, au prochain congrès, et défendez-vous. Puis moi, j'étais un peu respectueux de ça. Et finalement, l'histoire a fait que j'ai été candidat sous l'étiquette libérale. Aux élections? Aux élections de 73. Pas 70? 70, pardon, 70. Ouais. Aux élections de 70. J'ai été candidat non officiel, mais je pouvais mettre candidat libéral. Bon. On vous avait pardonné, finalement, le décompte des voix était 33 voix en faveur de mon adversaire, Joron. Et il y a eu un recomptage. Moi, je suis allé rencontrer ma femme, revoir ma femme comme chef hôtesse de l'exposition du Canada à Osaka. Elle avait été, on lui avait offert ce poste, je lui ai dit, prends-le. Et écoutez, moi, j'ai fait le don de ma femme au Canada pendant presque 1 an. Ils ne m'ont jamais décoré, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Bon, enfin. Tout ça pour vous dire que et il y a eu un recomptage où il y avait 12 voix en ma faveur. Là, j'ai appelé Bourassa, j'ai dit, écoute, le Parti québécois a fait élire 5 à 6 députés.
5 ou 6, je ne me souviens plus, 6. J'ai dit, écoute, avec 30 des voix, pour faire la révolution, je vais me faire descendre demain matin, moi, puis après ça, c'est pas correct, là. Moi, je finis. Bon, puis j'ai appelé Joron, puis j'ai dit, tu vas siéger, va-t'en. Alors, et là, après, Bourassa m'a invité à remplacer Guy Frégault comme commissaire général à la coopération avec l'étranger. Donc, les missions diplomatiques, à la fois dans l'Afrique francophone, la coopération franco-québécoise qui était à sa naissance, dans le balbutiement, un métier qui était passionnant pour moi parce que ça relevait toujours de la protection, du rayonnement, de la défense et l'illustration de la langue française. Et après, en 1973, j'étais candidat du Parti québécois dans le comté de Bourassa. Alors, René m'avait j'y avais dit, mais j'avais dit déjà, je l'avais dit à Robert, à la prochaine élection, je vais être candidat du Parti québécois. Mais avant tout ça, là, oui. en 70, aux élections de 70, qu'est-ce qui vous motivait à vous représenter sous la bannière libérale que vous aviez déjà quitté comme membre de l'aile parlementaire? Bien, il n'y a pas eu de congrès avant l'élection. Et moi, je voulais faire la bataille au Congrès. Je voulais revenir sur la loi 63. J'avais des appuis assez considérables dans la jeunesse du Parti libéral et j'entrevoyais la possibilité de faire rescinder la loi 63. Et avec Bourassa, probablement, appelons ça un portefeuille de ministre, je ne sais pas quoi, là, mais avec une autorité plus grande que celle que simple député. Alors, c'était la raison pour laquelle je me suis représenté. Et ça a tourné en autre boudin. Alors, en 73, je reviens à l'élection 73, René m'a dit, quand il était venu me présenter, j'ai dit d'accord, je serai candidat. Et mais avant l'élection 73, dans quelles circonstances vous avez quitté définitivement le Parti libéral? J'ai quitté lors du déclenchement des élections. De 73? De 73. L'évêque me dit, ah oui, on t'a trouvé un bon comté. Alors, je dis, très bien, moi, je suis un soldat, je vais y aller. Comté de Bourassa. Qui est dans le contre Mme Bacon. Bacon. Contre Mme Bacon. Comté de Bourassa. 42 de néo-italiens. Alors, les deux pieds dans le spaghetti, candidat péquiste, tu décolles pas, hein? T'es pris les deux pieds, tu ne lèves pas. Alors, pourtant, j'avais fait une bonne campagne avec quelques milliers de voix. Et ça a mis fin à ma carrière politique, parlementaire, etc. Mais vous n'avez pas appris l'italien pour essayer de les convaincre? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est un comble. S'il faut en plus apprendre une troisième langue pour se faire élire, alors que la langue majoritaire du peuple est déjà menacée, non serviable, non merci. Alors, c'est comme ça que j'ai fondé le jour. On s'est retrouvés au Bouvillon, à Montréal, René Lévesque, Jacques Parizeau, Camille Lorrain, moi, 4 ou 5, puis j'ai dit, écoute, 30 des voix, là, si on fondait un journal. Et c'est comme ça que le jour est né, le soir même. De votre défaite électorale? Il est né comme ça, il est né 2-3 mois après, oui. En février 1974. Et vous attendiez-vous à une aussi forte victoire des libéraux en 73? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été le raz-de-marée. Hein. Revenons au jour. Le jour. Oui. Ça a été décidé dans les semaines suivant la défaite du Parti québécois. Oui. C'est pas facile de partir un journal. Non. Puis un journal très identifié sur le plan l'indépendance du Québec. Oui. Comment ça faisait pour vivre? Eh bien, on a vécu pendant 2 ans et demi. Sur respirateur? Non. On arrivait, on se prenait les journalistes qui étaient là avaient le feu, la flamme, moins bien payés que dans tous les autres journaux. Moi aussi. Ma femme, moi j'avais obtenu les droits d'Astérix et Tintin au Québec alors que j'étais à la patrie. Et ma femme, d'ailleurs, était un peu la trésorière quand il y avait des fonds à donner. Elle prenait une partie de ses droits, puis on envoyait ça dans le jour. Jacques Parizeau aussi. René, lui, n'avait pas 500 nous acheter à la presse. Alors, on signait pour lui. On est tous les trois qui étaient les 3 répondants. Et... Mais ça a mal fini, l'histoire du jour. N'eût été là. Moi, j'avais créé le jour avec une société de rédacteurs responsables de tout le contenu du journal, sauf l'éditorial, selon le modèle du Monde, à Paris.
L'éditorial, c'était Hubert Beuve-Méry, il écrivait ce qu'il voulait. Et le reste, c'était la société des rédacteurs qui décidait du contenu, de la priorité au contenu, de la mise en page, tout ça. Ça, c'était le modèle du jour. Et des éléments des ultra-gauchistes, certains marxistes, maoïstes triomphants, qui étaient journalistes au jour, ont torpillé le journal. Et finalement, ben, ça s'est tristement terminé. Je dirais pas tristement, parce que 2 mois après, le Parti québécois prenait le pouvoir. Et je me souviens que le 24 août, jour anniversaire de René Lévesque, 76, j'ai mis la clé dans la porte du jour. J'ai fait un cadeau de fête à René qui me disait « Ferme-moi ça ». J'en peux plus. Moi non plus, j'en pouvais plus d'ailleurs. Mais avoir ces querelles intestines à l'intérieur du journal, alors que les journalistes avaient... C'était le journal le plus libre au monde. Ils pouvaient tout faire avec l'information, mais moi, je gardais le cap sur l'indépendance du Québec. Eux autres, ils voulaient faire passer le combat pour la social-démocratie avant le combat pour l'indépendance. Mais 2 mois après, le Parti québécois a été élu. Je pense que le jour a été un élément déterminant. Vous savez, Félix Leclerc sortait, je l'ai dans sa photo, il sortait de chez lui à 5 heures le matin dans 1 mètre, 3 pieds ou 4 pieds de neige pour aller chercher dans sa boîte aux lettres le jour. C'est un beau journal, hein? C'est contestataire, à la fois libertin sans être liberticide. C'est un journal de combat, un journal que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup, plus que La Patrie et même plus que Le Clairon. J'en garderai toujours un souvenir ému et impérissable de ces années-là, qui ont été très difficiles, mais qui ont enchanté ma vie et enrichi mon âge mûr et bientôt ma vieillesse. Monsieur Michaud, aux élections de 1976, vous n'étiez pas candidat. Non. Mais le Parti québécois a pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce qui est arrivé et que vous auriez pu vous retrouver parmi les nouveaux élus? À vrai dire, à peu près rien. J'étais dans un état semi-conscient. À cause de quoi? À cause de la chute du jour, la fermeture du jour. Alors, Parizeau était parti, forcément. Lévesque était parti. Je me suis retrouvé seul avec toute la liquidation du jour, à négocier avec M. Bélanger de la Banque nationale les prêts que nous avions co-signés, à la fois Jacques Parizeau, René Lévesque et moi, de plusieurs milliers de dollars pour la fourniture du papier avec la Consolidated Batters and Power, je ne sais pas quoi, là. Et toutes les petites choses. Alors donc, étant donné que j'avais eu l'idée, que j'étais le fondateur du jour avec René Lévesque et Jacques Parizeau, je me sentais comme une responsabilité à la fois morale et à la fois financière. Alors finalement, j'étais dans un ailleurs qui, pour une fois, où, bah oui, j'ai vu le gouvernement du Parti québécois, le Parti québécois prendre le pouvoir, mais dans un état relativement neutre. Ça ne m'a pas enivré, ça ne m'a pas fait plus plaisir que ça. Et quelques jours après, 4 ou 5 jours, le téléphone sonne et ma femme Monique répond. Elle me raconte par la suite, c'est Lévesque, René. Il dit, ton mari, es-tu parlable? Elle dit, elle répond, elle dit, j'en sais rien. Et je me souviens, elle me parle, elle dit, c'est René. René, alors elle me parle, elle dit, comment ça va? J'ai dit, mal. J'ai dit, à propos, félicitations pour l'élection, puis tout ça. Il dit, il était à Québec d'ailleurs. Il dit, on peut-tu se voir? Je viens quand tu veux. Moi, la porte a toujours été ouverte. Alors, il est venu à la maison, et puis finalement, il a commencé à...
il a commencé à me parler. J'ai dit, c'est fin, ça, de m'avoir laissé en rade comme ça, là. Hein. Mais j'ai dit, de toute façon, j'aurais pas pu faire une campagne électorale. Dans le fond, intuitivement, tu avais peut-être raison. J'aurais pas été capable, avec l'histoire du jour, faire une campagne électorale en même temps. Alors, ça s'est passé comme cela. Et finalement, il m'a rappelé et il m'a offert d'être son conseiller diplomatique. Il dit, tu es au courant de ça, puis tu aimes la France, etc. Bon. Et bon, finalement, j'ai accepté. Et... Dans quelle fonction précisément? Ben, à la fois conseiller diplomatique de M. Lévesque. J'ai aimé ça parce que la visite chez... ben, avec Bourassa, je l'avais fait aussi. D'ailleurs, si parmi la documentation que je vous ai envoyée, je vais vous raconter une petite anecdote. Le Saint-Père est là, vous allez voir sur la photo, le Saint-Père est là avec un plateau, les Québécois appellent ça un cabaret, un plateau de chapelet avec des étuis. Et Robert, finalement, au moment où le Saint-Père présente ça, Robert lève le coude, les chapelets par terre, les étuis, on est à quatre pattes, aller chercher ça puis remettre ça dans le plateau. Et Robert me dit... C'est à quelle occasion, ça? À la visite de Robert Bourassa chez le pape Paul VI. Alors, et Bourassa me dit, on a droit à combien? J'ai dit, va t'arranger ça. Alors, j'en prends 2, 3, je mets ça dans ma poche, peut-être 4, et j'ai vu un léger sourire en me levant la tête du pape. Mais très léger, mais esquissé, et, parce qu'il voulait, Robert le voulait en donner à sa mère, à sa belle-mère, etc. C'est un moment à la fois à un caractère un peu loufoque, mais tellement attendrissant d'avoir ça chez Bourassa. Hein, on a le droit à combien? Et Robert, c'était lui, hein, tel qu'en lui-même. Quand j'étais délégué général à Paris, il venait me voir plusieurs fois, et on a toujours gardé une profonde amitié. Hein. Malheureusement, il aimait trop le soleil, hein, alors le soleil lui a pas rendu. Hein, voilà. Au référendum de 80, vous étiez à ce moment-là en poste à Paris. Oui. Quelle était la perception, la réception du référendum de 80, la campagne qui l'a précédé et l'attitude des Français? Pour être très honnête et utiliser une expression québécoise, on a mangé une crise de raclée, hein, avec... c'était pas fort, hein. Alors, nous, on annonçait un peu... l'avènement glorieux d'un pays indépendant. Bon, on le souhaitait en tout cas, on le disait. Bon, on s'est retrouvé avec ça un peu gros gens comme devant. Moi, ce qui ne m'a pas empêché de reprendre le bâton de pèlerin, voilà, puis de continuer à sillonner la France, si j'ose employer un mot qui est peut-être incorrect aujourd'hui, à sillonner 2 L-O-N la France. On ne sait jamais, hein, on ne sait jamais quand on parle... Nos propos peuvent être mal interprétés. Merci, M. Michaud. On continue la semaine prochaine. Après.